Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de la rédaction. Les titres de ce mercredi 2 décembre 2015. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale va nous revenir dans ce journal sur le sommet mondial du climat qui y a clôturé hier soir et a mis la place aux réunions des experts. Et le président chinois a entamé une visite dans le continent noir. Il visitera 5 pays de l'Afrique. Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la rédaction. Le sommet sur le changement climatique a pris fin hier et a laissé la place aux réunions des experts et des ministres qui vont plancher jusqu'au 11 décembre prochain aux objectifs à un accord contraignant pour sauver la planète. En ce qui concerne le sommet proprement parlé, réunissant 150 chefs d'État, mais qui se poursuivra durant une dizaine de jours pour une négociation, les rencontres et les débats entre les experts de la communauté internationale en vue de trouver un consensus entre les pays du Nord, plusieurs, et les pays du Sud qui subissent des conséquences du réchauffement climatique, engendré par les gaz à effet de serre émis par les pays développés du Nord. Rappelons que le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a pris part avec ses pairs africains et internationaux à cette conférence sur les réchauffements climatiques de Paris, où il a prononcé un discours à travers lequel il a lancé un appel aux partenaires du développement pour qu'ils assistent et aident les pays africains à renverser le processus de désertification à travers l'utilisation des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire et autres. Le président a également participé en marge de ce sommet à une réunion sur le grand projet africain de la Grande Muraille Verte élaboré à N'Djamena en 2009 lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement africains. Dans un discours à cette réunion, il a exhorté la communauté internationale à renforcer le projet panafricain de la Grande Muraille Verte en vue de mener des actions d'envergure. D'autre part, le président Guelleh a rencontré, toujours en marge de ce sommet, le président américain Barack Obama, plus en détail sur ce sommet de Paris relatif au processus de changement climatique. Écoutons là-dessus le ministre des Affaires étrangères qui était accompagné, qui était avec le chef de l'État qui est arrivé à Djibouti hier soir après sa participation à la COP21. Voici les propos du ministre des Affaires étrangères et également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Paris était vraiment une conférence à l'issue de laquelle la communauté internationale, les chefs d'État présents là-bas, devaient tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes dans une situation où les émissions des gaz à effet de serre vont provoquer dans les années à venir une augmentation de la température. Partout dans le monde. L'objectif ultime qui a été fixé, c'est de pouvoir garder l'augmentation de la température de la Terre en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré à l'horizon 2100. Vous savez, les conséquences du réchauffement de la Terre sont d'abord la désertification que notre pays connaît déjà depuis 20 ans, les inondations dans certains pays d'Asie, l'acidification des océans, la montée des eaux des océans où certaines îles risquent de disparaître complètement comme les Maldives et d'autres encore. Et donc des conséquences désastreuses pour toute l'humanité, dramatiques et désastreuses. Les chefs d'État qui sont réunis ont lancé donc cette COP21 à Paris. Elle va se dérouler encore pendant une dizaine de jours. L'objectif ultime, c'est que les pays puissent annoncer et se conformer à des réductions qu'ils fixeraient eux-mêmes de manière volontaire, mais qui serait contraignante. Il faut qu'il y ait un accord contraignant. L'Afrique tout entière ne produit que 4% du CO2 qui est dégagé dans l'atmosphère, alors que les pays pollueurs, les grands pays pollueurs comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, sont au-delà de 20%. Et donc la bipolarité des négociations est là. Les pays du Sud qui subissent de plein fouet les conséquences et les effets des changements climatiques exigent et demandent aux pollueurs, aux pays développés et aux pays émergents, d'aider les pays africains à l'adaptation, d'accompagner les pays africains à développer des programmes pour lutter contre les conséquences des changements climatiques. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'annonces importantes qui ont été faites. On entend souvent des bonnes intentions, mais je crois que les négociations vont être difficiles. Parce qu'il y a des obligations pour certains qui ont déjà pollué de faire un effort dans la transition énergétique, pour ceux qui sont émergents également de s'embarquer dans cette transition énergétique sans pour autant compromettre leur processus de développement et surtout permettre aux pays
je dirais, de l'Afrique subsaharienne, aux pays du Sud, de bénéficier de ces programmes d'adaptation. Autre nouvelle du pays, la garde côte-djiboutienne poursuit ses efforts en matière de renforcement de ses capacités opérationnelles et notamment en moyens nautiques. C'est dans ce sens qu'une cérémonie de 2 patrouilleurs octroyés par le Japon a eu lieu ce matin au niveau du quartier général de cette institution sur la jetée de l'Escale. La cérémonie placée sous le haut patronage du Premier ministre a réuni plusieurs membres du gouvernement, l'ambassadeur du Japon à Djibouti ainsi que le haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes. Cette cérémonie intervient après l'inauguration de 5 autres patrouilleurs il y a quelques mois. Cette nouvelle acquisition vient ainsi conforter et renforcer encore plus les moyens navals de cette jeune institution. Ainsi, en 5 années d'existence, le commandement de la garde côte-djiboutienne, qui a diversifié son partenariat avec les pays amis, comme c'est le cas ici avec le Japon, qui a manifesté ce soutien dès les premiers pas de la garde côte-djiboutienne. En plus d'octroyer ces équipements, le Japon a également formé des pilotes, des mécaniciens, afin de les familiariser avec les patrouilleurs japonais. Selon le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde de côte, ces 2 patrouilleurs seront le fer de lance contre les activités illégales dans le domaine maritime djiboutien et les 2-3 de Bab el-Mandab. À noter enfin que les 2 patrouilleurs ont un coût total d'1,340 milliard de nos francs. Dans ce projet, l'accord de don a été signé en mars 2014 et son montant s'élève à 1,340 milliard de francs djiboutiens. Le Japon affiche l'appui à la stabilité régionale parmi les piliers de l'orientation de coopération à Djibouti. Et ce projet se conforme parfaitement à notre politique, permettant le renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte, qui joue un rôle essentiel dans la sécurité maritime de la région. J'espère que ces multiples formes de coopération créent une synergie et contribuent davantage à la sécurité sur la mer et à la coordination au niveau régional. Avant de terminer, je voudrais exprimer notre volonté d'accompagner la République de Djibouti pour maintenir la sécurité maritime et la stabilité régionale. Je vous propose à présent d'écouter les propos du commandant de la garde côte djiboutienne, Waïs Omar Bogoré. Le Japon a, depuis la création de notre institution, été et toujours un partenariat solide, attentionné et à l'écoute de nos besoins, qui à travers de multiples formations dont ont bénéficié plus de 70 membres des personnels de la garde-côte, dont en équipement notamment de patrouilleurs de type 11 mètres en 2000, donné à la garde-côte djiboutien par le Japon en 2013. Et au matériel a montré son attachement sincère et renforcement de la sécurité et sécurité maritime de la République de Djibouti ainsi que la région. Mesdames et messieurs, la garde-côte naît de la vision stratégique du président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Warguélé, qui ne cesse pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'accomplir son vœu de voir une force de sécurité au domaine maritime qui applique la loi, qui assure la sécurité maritime de notre pays, ainsi que la région. Je saisis cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements au président de la République dans le regard privilégié qu'il porte à l'évolution de notre institution, qui a été la source de la réception de ces 2 bateaux. Je tiens aussi à exprimer ma profonde reconnaissance pour tous les soutiens inconditionnels et constants que les pays amis et frères tels que les États-Unis d'Amérique, le Royaume de l'Arabie Saoudite, l'Union européenne, bien sûr
l'Union européenne, comme je dis, il y a plus de 27 pays. Et je voulais citer plus précisément la France, qui nous a soutenus près et de loin aussi, et la République populaire de Chine, qui a formé plusieurs gens, plusieurs personnels de la garde-côte, la Turquie, le Koweït, le Qatar qui a formé beaucoup de gens aussi, et le Soudan, témoin à l'égard de la garde-côte depuis sa création. Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement le peuple et le gouvernement du Japon pour la foi à notre institution et leur soutien constant qui nous ont permis d'accomplir nos objectifs nobles. Ma gratitude va aussi à l'ensemble de nos partenaires étatiques et institutionnels qui nous supportent pour rendre notre institution toujours plus efficace, plus fort, plus opérationnelle. Je propose à présent d'écouter les propos du ministre des Transports par intérim, qui est également ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale. Les mers et les océans qui occupent 70% de la planète bleue font l'objet de nombreuses convoitises. Bien entendu, c'est aussi le lieu de la circulation des marchandises et il faut les protéger des prédateurs. Djibouti, placé au détroit de Bab el-Mandeb, est un des pays les plus concernés puisque c'est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. C'est dans cet esprit que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a créé l'institution dénommée Garde-Côte djiboutienne. Depuis sa création, cette institution ne cesse de se renforcer et son efficacité de s'accroître. Aujourd'hui, nous assistons à la réception de 2 patrouilleurs. D'après les professionnels, les officiers versés dans ces métiers, ces 2 patrouilleurs vont nous permettre, seront capables, avec les instruments de navigation et de visée, ainsi que des instruments de télescopie, vont permettre de balayer loin et large pour voir les prédateurs qui nous assaillent quotidiennement. Par ailleurs, ces 2 patrouilleurs nous permettront d'aller plus vite et plus loin pour atteindre ces prédateurs qui ont l'habitude de s'enfuir avec des bateaux de plus en plus rapides. Et enfin, une fois que ces patrouilleurs arrivent à atteindre ces prédateurs, il va falloir disposer de forces de dissuasion pour le ramener au niveau de notre côte et passer à la discipline et à la justice. De son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a remercié le gouvernement japonais pour ce don de 2 patrouilleurs. Voici ses propos également. Je suis heureux que vous soyez parmi nous pour l'inauguration de ces 2 très importantes vedettes offertes par le gouvernement et le peuple du Japon. Cette nouvelle dotation entre dans le cadre du renforcement de notre sécurité et de la maîtrise de nos eaux territoriales. La qualité du matériel mis à leur disposition avec ces dons leur permettra d'intervenir rapidement avec confiance sur tous les lieux où notre sécurité maritime et notre environnement marin sont menacés. Il appartient désormais aux hommes et aux femmes chargés de leur utilisation de faire preuve de la grande vigilance et du professionnalisme nécessaires pour faire face aux dangers qui pourraient survenir. La réalisation de ce projet permettra de consolider la politique gouvernementale qui souhaite
assurer la sécurité des biens et des personnes et le respect des règlements environnementaux internationaux pour consolider notre développement. Le gouvernement a en effet pour objectif de permettre à tous de participer au développement du pays et dans les meilleures conditions possibles. Après les discours officiels, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé à l'inauguration de ces deux patrouilleurs de type 20 mètres. Ces deux patrouilleurs inaugurés sont dotés des dernières technologies de navigation et adaptés aux conditions maritimes de notre région. Ces patrouilleurs sont capables de transporter jusqu'à 15 membres d'équipage. Des membres d'équipage, rappelons-le, qui ont été formés au Japon pour assurer une meilleure utilisation de ces équipements. Culte moderne des officiels présents ont ainsi fait un tour avec ce patrouilleur dans la zone portuaire après leur inauguration afin d'en apprécier la qualité. Faisons une interruption dans notre journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. On va l'ensemble pour la suite de ce journal du 15h. La Caisse nationale de la sécurité sociale a tenu ce matin une journée d'information au profit des représentants des employeurs de la place sur les nouvelles dispositions et modalités des calculs des nouvelles réformes de cotisation sociale promulguées par le chef de l'État en octobre dernier. Cette rencontre avait pour objectif d'expliquer aux représentants des employeurs du pays les dispositions et les modalités de calcul des cotisations de l'assiette de cotisation due à la CNSS. Rappelons que ces nouvelles réformes de cotisation ont été décidées en commun accord avec le conseil d'administration de la CNSS, l'organe suprême de gestion qui est un conseil tripartite où sont représentés les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Une démarche participative qui avait indiqué la directrice générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui présidait les travaux de cette séance. Elle a également souligné que ces réformes étaient nécessaires parce que le système de cotisation est resté immuable durant 30 ans. Elle consiste à pérenniser et à renforcer les acquis de la sécurité sociale en faveur des travailleurs djiboutiens. Je vous propose à présent d'écouter un extrait du discours qu'a tenu Madame la directrice de la Caisse nationale de la sécurité sociale, Hana Farah Assoui. Permettez-moi de vous rappeler que ces nouvelles réformes initiées par la CNSS est débattue d'abord au conseil d'administration de la CNSS, qui, comme vous le savez, est l'organe suprême de gestion, qui est un conseil tripartite où sont représentés les employeurs, les syndicats, mais aussi le gouvernement. Ces réformes ont été, ces nouvelles mesures ont été débattues en avril 2015 au conseil d'administration, qui a délibéré par la suite. Nous avons soumis ces projets d'arrêté au conseil des ministres en septembre 2015. Et finalement, après 2 mois de débat au sein du conseil interministériel et enfin au conseil des ministres, l'arrêté numéro 2015-605 portant modification du plafonnement de rémunération entrant en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations et revalorisant les barèmes d'évaluation forfaitaire de la contre-valeur des avantages en nature a été approuvé et signé par le président de la République. C'est dans cette démarche participative que nous tenons aujourd'hui cette journée pour partager avec vous les nouvelles dispositions, les nouvelles modalités de calcul de l'assiette de cotisation liée à la CNSS. Les hauts responsables de la CNSS en charge du recouvrement des cotisations sont également présents aujourd'hui ici et sont là pour répondre à toutes vos questions et interrogations à ces sujets. Avant de terminer mes propos, sachez que ces réformes sont nécessaires parce que notre système de cotisation est resté immuable depuis 30 ans.
Sur invitation de son homologue, le général de division Mamadou Gueye Faye, au commandement de la gendarmerie sénégalaise et directeur de la justice militaire, le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, s'est rendu à Dakar, au Sénégal, pour honorer de sa présence à la 4e conférence de l'organisation des gendarmeries africaines et un colloque sur la cybercriminalité qui se sont tenus le 23 et le 24 novembre et présidé par son excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. On prépare à ces événements d'envergure une trentaine de hauts commandements en chef et chefs des gendarmeries africaines, des partenaires européens et des experts de la sécurité pour échanger sur les enjeux sécuritaires en cours, les forces et les faiblesses des gendarmeries africaines et les axes à renforcer. Il a surtout été question de mettre l'accent sur la formation des ressources humaines par la mise en place d'une base de données sur les filières de formation existantes en Afrique et échanger des stagiaires et l'appui mutuel dans le but de renforcer les capacités des ressources humaines. Il a été également abordé, entre autres, l'organisation de sessions de formation communes au profit des personnels de gendarmerie africaine dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le trafic de drogue et la cybercriminalité et de la nécessité de disposer d'une plateforme d'échange de renseignements et d'informations dans le cadre d'une entraide policière. Reçu par son excellence Macky Sall, président de la République sénégalaise, les hauts responsables ont convenu de l'adoption définitive de la Convention de l'organisation des gendarmeries africaine par les pays membres. Des débats et des discussions ont eu lieu autour d'un projet de résolution présenté par le comité scientifique des experts impliquant la signature d'un protocole de coopération technique et opérationnelle entre les gendarmeries des pays membres de l'EGA. Suite au décret présidentiel du Conseil des ministres concernant les nouvelles mesures de sécurité, le 3e arrondissement a abrité ce matin une réunion de sensibilisation pour la société civile sur la sécurité qui était à l'ordre du jour. Mais aussi l'assainissement. Cette réunion s'est déroulée en présence du sous-préfet de l'arrondissement 3, Ahmed Dina Mohamed, qui a organisé cette réunion, et également en présence des chefs quartiers, les ulémas, les notables et les représentants des associations, ainsi que les forces de sécurité nationale et du maintien de l'ordre, à savoir la police nationale et la gendarmerie nationale. Par ailleurs, l'objectif de cette réunion était réunir autour d'une table les parties concernées pour mettre au point de nouvelles mesures de sécurité, et c'est dans cette optique que la société civile a été informée au cours de cette réunion sur comment mettre en œuvre ces nouvelles mesures concernant la sécurité qui est l'affaire de tous. L'autre volet de cette réunion portait essentiellement sur l'assainissement et la protection de l'environnement suite aux différents problèmes constatés concernant les eaux usées déversées par les ménages devant leurs maisons et sur les voies publiques. Ainsi, cette opération d'assainissement intervient suite aux problèmes de prolifération des mouches et des moustiques constatés ces derniers temps dans les différents quartiers de la capitale. Et c'est ainsi que le sous-préfet de l'arrondissement 3 a demandé à la société civile de respecter et protéger l'environnement. Tout le monde a participé à cette réunion. L'objectif majeur de cette réunion était de pouvoir informer la société civile sur les nouvelles mesures de sécurité et comment travailler aussi avec les forces de l'ordre. La réunion s'est déroulée dans un climat apaisant. Je demande à tous les habitants qu'il faut éviter de déverser de l'eau usée sur les voies publiques et devant les maisons, afin d'éviter toute éventuelle maladie. Je lance un appel à tous les habitants de la zone du 3e arrondissement de veiller à ce que l'environnement soit respecté. Autre nouvelle du pays, une distribution de vivres en faveur des victimes de la guerre de Yémen installées au camp de réfugiés d'Obok, mais également pour la famille les plus démunies d'Obok, s'est déroulée hier dans cette ville d'Obok. Ces actions sont réalisées avec l'appui sans relâche de l'ONARS et de l'UHCR en étroite collaboration avec l'association des bienfaisants. Une quantité de 35 tonnes des lots de vivres composés notamment des produits alimentaires de première nécessité, des légumes, à savoir des oignons, des patates ou encore des spaghettis et plusieurs autres nourritures de première nécessité ont été distribuées à près de 500 familles. La cérémonie de remise de ces vivres s'est déroulée en présence des représentants du conseil régional et de la préfecture, ainsi que le représentant de l'ONARS et le représentant de l'association des bienfaisants. Dans son intervention, le représentant de l'association des bienfaisants a adressé ses vifs remerciements aux membres de la généreuse représentante de l'ONARS pour cette aide alimentaire qui est, a-t-il dit, destinée à soulager les familles les plus vulnérables affectées par la précarité et les calamités naturelles.
Et à la page nécrologie de ce journal, nous avons appris avec grande tristesse le décès de feu Mohamed Ibrahim Youssouf, frère cadet de notre collègue Mustafa Ibrahim Youssouf, décédé en Hollande. Il était le défunt et né en 1963 à Djibouti. La direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt, notamment à notre collègue Mustafa Ibrahim Saouié, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On va voilà ensemble pour ce focus. Nagad Fouad Saïd m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Nagad. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Et tu nous as préparé 3 thèmes. Et on va commencer avec la COP21 bien sûr. Bien sûr. Oui, on a démarré la réunion des experts. Voilà, depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui. Dans le cadre du COP21, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé hier aux côtés de 14 chefs d'État et gouvernements africains à un sommet consacré à l'Afrique et baptisé Défis climatiques et solutions africaines. Donc, au cours de ce sommet, les participants ont discuté sur les voies et moyens de financer les projets identifiés comme prioritaires pour l'Afrique. Donc, ainsi, le projet de muraille verte a été renoncé. Donc la grande muraille verte a été évoquée au début des années 90 avec pour objectif de créer un espace végétal protégé de Dakar à Djibouti de plusieurs milliers de kilomètres de végétal d'ouest en est, couvrant le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, également le Soudan du Sud, Djibouti bien sûr, l'Éthiopie et enfin l'Érythrée. Donc dans son intervention, le président Guelleh a dit, je cite, face à cette menace, le projet d'édification d'une grande muraille verte à l'orée du Sahara et du Sahel ne consiste pas seulement à planter des arbres de long d'un tracé traversant l'Afrique de l'Ouest à l'Est. Il s'agit plutôt de créer un couloir de développement durable permettant aux populations concernées de sortir des affres de la pauvreté. Donc c'est pourquoi le projet du GMV comporte plusieurs composantes, notamment la mobilisation des ressources en eau, le développement des énergies renouvelables et l'agro-pastoralisme, la promotion des activités génératrices de revenus. Donc la France a annoncé également le financement entre autres des énergies renouvelables en Afrique à hauteur de 2 milliards d'euros. Donc dans cette logique d'aide, l'Afrique a lutté contre le changement climatique. La Banque mondiale a elle aussi lancé un plan d'action qui ambitionne de rassembler des financements à hauteur de 16 milliards de dollars d'ici 2020. Donc l'institution internationale s'est engagée à contribuer pour sa part à hauteur de près de 6 milliards de dollars qui seront essentiellement des dons. Donc en poursuivant son intervention, le président Guelleh a dit, je cite, la République de Djibouti fut parmi les premiers pays à ratifier la convention sur la Grande Muraille Verte, car nous sommes convaincus de son importance et de sa nécessité. Et dans cet esprit, que mon pays a par ailleurs élaboré une stratégie de plan d'action dans lequel ont été identifiés les projets à mettre en œuvre pour l'édification de la Grande Muraille. Donc, cependant, l'absence d'un financement international et les contraintes budgétaires nationales ne nous a pas permis de mettre en œuvre cette action d'envergure permettant de renforcer le phénomène de désertification. C'est pourquoi nous lançons ici un appel à la communauté internationale pour soutenir ce grand projet de l'Afrique. Donc l'idée de la Grande Muraille Verte est instituée pour faire face à la désertification galopante qui affecte les pays subsahariens. Et la réunion des présidents s'est terminée, le sommet s'est clôturé, mais la réunion des experts a démarré jusqu'au 11 décembre prochain. Et l'actualité internationale, nous allons parler de la Libye, Nagad. Qui a organisé une sorte de réunion pour ambitionner une coordination entre les pays voisins contre le terrorisme. Donc ils se sont réunis hier en Alger en présence d'un nouveau
représentants de l'ONU, le Libye et des représentants des pays méditerranéens ont appelé à l'intensification et à la coordination des efforts contre le terrorisme dans le pays. Donc des ministres des pays voisins de la Libye se sont réunis hier en Alger pour se pencher sur l'avenir de ce pays en proie au chaos. Donc la rencontre rassemblait des ministres et des représentants de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, bien sûr, du Soudan, du Niger, de Tchad, ainsi que l'Union africaine et la Ligue arabe. Donc à l'issue des discussions, les participants ont appelé à l'intensification de la coordination des efforts pour lutter notamment contre les groupes djihadistes de l'État islamique, et ils ont en outre en fait affirmé leur détermination, la détermination de leur pays à apporter le plein soutien aux autorités libyennes dès l'installation d'un gouvernement d'entente nationale et les accompagner dans les efforts de reconstruction de leur pays. Et pour clôturer l'insolite, Nagaïd, comme d'habitude. Voilà, l'insolite, une sorte de découverte, c'est là, de 800 trouvé des fouilles archéologiques, voilà, ont été cultivées par les étudiants canadiens